Bonjour à tous et merci d'être toujours aussi nombreux à me regarder puisque c'est aujourd'hui le 300e vlog du cinéma de Durandal, quasi 100 vlogs par an, c'est quand même plutôt pas mal, 100 films par an. Il se trouve que donc celui-ci est une célébration et que cette célébration est un petit peu en demi-teinte en ce qui me concerne. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques semaines, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai permis de choisir les films dont je pouvais parler, dont j'allais parler cette fois-ci. Le résultat est assez ininspirant. Pour moi, je sais même pas si ininspirant existe, mais je vais essayer quand même de le dire. Au point que j'ai décidé de changer mon résultat final. Au lieu de ne traiter que le film pour lequel vous avez le plus voté, je vais parler des 5 premiers pour lesquels vous avez le plus voté. Le problème, c'est que j'ai pas envie de faire un vlog de 2 heures non plus en parlant de 5 films. Donc, je vais faire 5 minutes par film. On va essayer de faire le plus équitable possible. Et on va commencer donc par le 5e dans le classement. Top. Le Truman Show est un film réalisé par Peter Weir qui a réalisé pas mal de films plus ou moins connus. Il y en a un qui en particulier qui s'appelle Witness qui a reçu beaucoup de prix, en particulier pour son scénario, alors que très franchement, il n'y a pas grand chose à sortir de ce truc. On a dû le voir pour les cours et on était tous un peu catastrophés quand le prof nous en a parlé. Et qui a été écrit par Andrew Niccol. Andrew Niccol qui a réalisé Bienvenue à Gattaca, c'est aussi par exemple un film dont j'ai quasi jamais parlé et que j'ai pas revu depuis très longtemps, donc ça aurait pu être intéressant de voter pour lui. Et il raconte l'histoire de Truman, un jeune homme qui a été sélectionné dès sa naissance en tant qu'enfant pour être le personnage principal d'une émission de télé-réalité qui est entièrement filmée sous un énorme dôme dans lequel toute une ville a été reconstruite et qui tourne entièrement autour de ce personnage et dont le but est de lui simuler une vie. C'est assez intéressant parce que c'est un film qui sort d'une époque où on commençait beaucoup à se poser la question des télé-réalités. Et c'est intéressant de voir qu'on avait déjà les mêmes travers de dénoncer. C'est-à-dire que l'année juste après Truman Show, il y avait un film qui était sorti qui s'appelait En direct sur Ed TV, qui était à peu près sur le même principe. Sauf que là, le personnage n'était pas dupé, le personnage savait depuis le début, sait qu'il est dans une émission, et il n'y est pas depuis sa naissance, il y est depuis un moment précis, mais on tombait sur les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on finissait par avoir un moment où les personnages voyaient leur vie leur échapper, et où on leur imposait, où on leur scénarisait leur vie. Là, dans Truman Show, on a tous les éléments de scénarisation de la vie, c'est-à-dire que le mec a été jusqu'à... le réalisateur, je crois que c'est Christophe dans le film, le réalisateur de l'émission qui est dans le film, a été jusqu'à faire exprès de faire mourir son père pour lui induire un traumatisme qui l'empêcherait de quitter la ville, etc. Donc, c'est scénarisé, mais scénarisé au plus haut point, c'est-à-dire on scénarise ta vie, c'est même plus scénariser l'émission, c'est scénariser ta vie. Par extension, une émission de télé-réalité, c'est de la vie scénarisée, mais des choses dans ce genre-là, quoi. Donc c'est intéressant de voir que déjà à cette époque-là, on avait ce genre de façon de voir la télé-réalité et ce genre de façon de voir les choses. Un autre truc qui est intéressant, c'est que ça montre très bien comment quelque part c'est une dénonciation de la télévision, mais c'est parce que le cinéma déteste la télévision cordialement, qui est son frère ennemi, mais c'est aussi une critique du cinéma. En ce que c'est une critique de tous ces films qui encouragent les Américains à rester dans leur vie d'Américains moyens. Je vous l'ai déjà dit pour pas mal de films, je les ai plus en tête, je dois bien vous l'avouer, mais il y a beaucoup de films qui sont comme ça sur cette idée de dire aux gens qu'il faudrait mieux qu'ils restent chez eux presque, et qu'il faudrait mieux surtout qu'ils restent dans leur rôle. Plus encore que rester chez eux, c'est qu'ils restent dans leur rôle et qu'ils restent à rien faire. Et c'est typiquement le genre de message de ce film-là, c'est-à-dire c'est le rappel à la petite vie bien calme, pourquoi aller chercher très loin ce qu'on peut avoir à portée de la main. C'est très bien de se lever tous les matins avec ton boulot chiant et de faire un truc pourri, etc. C'est ce genre de message que beaucoup de films, de blockbusters en particulier, certains films catastrophes aussi, essayent de sortir et de vendre, qui sont assez castrateurs, quelque part, si je peux utiliser ce mot, parce que c'est tout un tas de films qui vous disent surtout n'essayez rien, surtout vous ne pourrez rien changer, donc restez chez vous, et surtout ne faites rien de spécial. J'en ai un qui m'est revenu en tête quand j'ai pris cette note-là, parce que je sais que je l'ai sorti pour ce film-là. C'est la vie rêvée de Walter Mitty. C'est un mec à qui on impose des rêves, on crée ses rêves en fait. Il y a tout ce truc là dans Truman Show, il y a tout le moment où sa femme est en train de lui faire des pubs ou des choses dans ce genre là, et elle essaye de lui créer sa vie, de lui créer ses rêves. C'est oh là là, tu voudrais aller aux îles Fidji, mais regarde ce chocolat qui permet de faire du machin et tout. C'est très absurde, évidemment, parce que le scénario de ce film est absurde. Je veux dire, le principe même de base est absurde. Tout ce qu'ils arrivent à faire dans ce film
a peu de chances de vraiment voir le jour un jour, quelque part. Mais ça témoigne d'une époque où la télévision était très puissante quand même, parce qu'à une époque on pensait que la télévision serait capable de construire un dôme et ça posait problème à personne. Enfin si ça posait problème, mais c'était pour le principe de l'histoire. Et donc ce film a aussi cette espèce de double discours qui est aussi de dire justement non, ne restez surtout pas dans votre petite vie d'américain de banlieue bien formaté par la télévision, ce qu'on voit, ce qui est dénoncé depuis ces films-là par des choses comme Desperate Housewives ou des choses dans ce genre-là. C'est surtout non, ne stagnez pas, ne restez pas dans votre coin à faire ce qu'on vous dit de faire parce que c'est surtout pas ça ce qu'il faut faire. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, vu le style du film, il y a plusieurs choses qui sont mélangées, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des plans qui sont là pour trahir les aspects de la télévision, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plans qui vont rester fixes sur certains points, sur certains objets qui vont du coup nous induire à penser que ah tiens, ce petit truc là qui ne bouge pas, ça doit être une caméra, ça doit être un truc, toutes les caméras qu'il a sur les bagues et ce genre là. Et du coup, ça crée tout un tas d'angles qui sont des angles assez étranges. Il y a un plan tout con quand il... Désolé, les 5 minutes sont terminées. Il y a un plan tout con quand il se réveille le matin pour aller au boulot, il prend sa voiture, il ouvre la porte et la caméra est au ras du sol en se levant vers le haut. On est en extérieur, jour, sur une façade de maison. Il n'y a aucune raison d'avoir un angle pareil. C'est l'angle le plus absurde sur lequel mettre une caméra. Il n'y a aucune raison de s'emmerder à ce point-là. Donc ça a un sens à ce niveau-là, c'est que ça trahit ce regard mystérieusement autre, le fait qu'on observe et qu'on espionne le personnage. Film suivant. Top départ. Alors, je ne l'avais pas montré pour tout à l'heure, mais voilà, donc The Truman Show, ça fait partie de ma collection. Bienvenue à Zombieland, élu avec 10 voix de plus que The Truman Show. Oui, Truman Show, on avait 862, celui-ci, on a 872. Zombieland est un film réalisé par, je viens d'essayer de regarder mais je l'ai pas vu, Ruben Fleischer, qui n'est pas très connu à vrai dire. Zombieland est un film particulier. J'y reviens juste après. L'histoire, vous la connaissez à peu près. Ce sont 4 personnages qui sont les seuls survivants dans un monde dans lequel a eu lieu une apocalypse de zombies, qui d'ailleurs se font appeler zombies alors qu'ils ne sont pas censés être morts, puisqu'ils sont juste des contaminés, etc. Tout ça, c'est juste pour demander aux gens qui font « Non, c'est pas des zombies, c'est des contaminés !» d'arrêter de gueuler. C'est juste un terme différent pour faire un truc un peu plus évolué et pas toujours le même schéma et le même monstre, pour mettre des petites originalités, mais c'est du zombie. Même si c'est du contaminé, c'est du zombie, c'est le principe. Bref, ils vivent dans un monde dans lequel l'apocalypse des zombies a eu lieu et ils essayent de survivre les uns et les autres. Le personnage principal, qui se fait appeler Columbus, qui est joué par Jesse Eisenberg, me semble-t-il. Je dois me gourer complètement parce que ça ne doit pas du tout être ce nom-là. Mais qui est celui qui a beaucoup de toc, qui est complètement toqué, qui a toutes ses règles pour survivre, qui permettent du coup de survivre de façon intéressante. Zombieland est un film particulier parce que à la base Zombieland devait être une série télé. En principe, il devait faire une série, toute une saison en fait, qui se passerait dans un monde avec des zombies, mais de façon assez comique, un Walking Dead comique en série. Et en fait, aucun network n'a voulu les produire. Du coup, ils ont réécrit tout leur script d'épisodes pilotes et en ont fait un film complet. Je crois pas qu'ils veulent en faire des suites. Par contre, ils sont toujours sur leur idée de série et je crois qu'ils sont toujours en train d'essayer de vendre la série Zombieland et d'essayer de la faire arriver à la télévision. C'est assez intéressant qu'ils l'aient fait en film parce que du coup, c'est assez particulier. Et c'est intéressant parce que ça va noter sur quelque chose, enfin ça va taper sur quelque chose sur lequel je vous parle depuis souvent. La question de la cohérence dans un film qui décide de faire des trucs délirants. J'aime beaucoup Zombieland, j'adore Zombieland. Et je pense qu'il y en a plein qui devaient se dire, s'il a pas aimé Kingsman, s'il aime pas les films à la Marvel et tout ce genre-là, il doit détester Zombieland. Non! Parce que Zombieland est cohérent de A à Z. Je ne demande pas à un film d'être vraisemblable. Dans Zombieland, il se passe des trucs qui ne sont pas vraisemblables. Cela dit, pas tant que ça, à part tout ce qui concerne Bill Murray. On va dire que ce qui concerne Bill Murray est un peu invraisemblable. Pour le reste, c'est surtout une question de cohérence. Zombieland se crée un univers. Comment Zombieland se crée un univers? C'est-à-dire qu'au tout début du film, par exemple, on a un plan où la caméra fait un zoom arrière sur l'invasion des zombies et révèle la Terre. Sauf que c'est pas la Terre à sa proportion d'origine, c'est une Terre fantasmée, c'est-à-dire une Terre qui a modèle réduit. C'est une Terre qui fait cette taille-là, et sur cette taille-là, on a 2 villes qui prennent toute la place du globe, sur laquelle on peut voir toutes les routes, tous les machins, tous les trucs, comme si la Terre c'était une toute petite boule de 1000 km de diamètre, et non pas 3600. Bon, encore plus petit que 1000 km. Enfin bref. Non, c'est bien plus que ça, la Terre. Oh, je raconte des conneries, moi, sur le... Bref. Donc il crée son univers, il y a ça, et il y a le truc des petites règles qui s'affichent. Vous savez, les règles, la règle du cardio, la règle de toujours vérifier à l'arrière, le double tap, je sais pas comment ils appellent ça en français, mais le double tap, le double coup, pour vérifier que les zombies sont bien morts. Le film crée son univers, sa cohérence et son délire.
Mais du coup, il la crée et il la respecte par la suite. Ce que ne font pas la plupart de ces autres films-là, des films comme Kingsman ou des films comme les films Marvel ou comme Ant-Man dont je viens de parler. C'est des films qui se commencent, qui présentent leur univers, et leur univers déjà à la base n'est pas cohérent. Il y a des trucs qui ne fonctionnent pas dans l'univers en lui-même, des trucs qui ne sont pas raccords les uns avec les autres. C'est pas une question de réalisme, c'est pas du tout le problème. Le cinéma ne filme pas le réel, le cinéma donne l'impression de filmer le réel. Mais le cinéma doit être cohérent, sinon il n'a pas d'enjeu, sinon il n'est pas structuré. Là, du coup, les enjeux sont bons. On sait que quand on tire sur quelqu'un, la personne meurt, mais ça peut quand même être drôle de tirer sur quelqu'un. Ce qui se passe avec Bill Murray. Tout le passage avec Bill Murray est génial dans ce film. C'est vraiment le coup de génie de ce truc, c'est de dire, on va aller voir Bill Murray dans le film. C'est tellement parfait et la scène est tellement géniale. Vous avez des regrets? Garfield, peut-être. Oui, tellement. Qu'est-ce que je pouvais mettre d'autre? Oui, donc il y a une esthétique qui est très particulière et qui est vachement intéressante, qui est vachement sympa. Tout ce qui est les images incrustées qu'il y a dans le décor. Mais cette notion de flashback, cette notion d'univers vraiment fantasmé, parce que par exemple quand il y a le personnage de, je sais plus comment il s'appelle, mais le personnage de Woody Harrelson qui parle de son puppy, de son petit chien, et qu'on le voit avec un petit chien, alors qu'en fait on comprend plus tard que c'est pas du tout une question de petit chien. Du coup c'est vachement intéressant, c'est plutôt bien foutu. Et il y a toute cette idée d'univers créé pour le film et par le film. Les personnages sont ultra attachants et c'est en ça que ça marche bien. Et finalement, leur relation et fin des 5 minutes, le fait qu'ils deviennent potes et qu'ils commencent à agir ensemble est très cohérent. Ça marche super bien. Si vous regardez à nouveau le film, dans l'enchaînement des décors, dans l'enchaînement des actions, dans l'enchaînement de tout ce qui s'ensuit, il y a un tel rapport de semi-légèreté et en même temps de gravité qui rend vachement bien, qui est très subtil, qui est parfaitement géré. Et là, un film marche. Là, un film crée sa propre cohérence. C'est quelque chose d'assez chaotique de créer sa propre cohérence dans un film comme ça, qui crée une cohérence complètement à part. Mais justement, c'est quelque chose de très subtil, de très à part, et c'est comme ça que ça marche le mieux, je trouve. Film suivant. En voilà un autre qui est intéressant, puisque pour le coup, ce réalisateur-là, je ne l'ai jamais traité. Le numéro 3, avec 879 votes, est Princesse Mononoke Hine de Hayao, c'est toujours compliqué à dire, Miyazaki. Et c'est la première fois que je vous parle d'un Miyazaki, j'ai 5 minutes. Je viens de recommencer parce que vraiment j'ai pas dit grand chose la fois d'avant, donc je vais recommencer pour essayer de vous en dire le plus possible. Miyazaki est un génie, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'intéresser à son cinéma. Pourquoi? Parce que le premier film que j'ai vu de Miyazaki, c'est Le Château ambulant. Et je me suis fait chier profondément, je n'ai pas compris l'histoire, j'ai pas compris les personnages, je me suis emmerdé et j'avais pas envie de voir la fin du truc, j'avais pas envie d'avancer. Donc forcément ça donne pas envie de regarder la suite, et du coup pendant très longtemps je n'ai vu que Le Château ambulant de Miyazaki. C'est depuis l'année dernière que j'ai commencé à m'y remettre, puisque ma meilleure amie, qui m'a du coup confié le Blu-ray pour que je fasse ce revisionnage, m'a fait regarder Princesse Mononoke l'année dernière en me disant mais si tu vas voir c'est vachement bien. Moi j'étais un petit peu réticent, mais elle m'a fait non tu vas voir c'est pas chiant du tout, c'est vachement bien. Elle me l'a montré et oh là là qu'est-ce que j'ai été bluffé, c'est tout ce que j'aime, ça m'a rappelé tous mes souvenirs de Final Fantasy VII, parce que Final Fantasy VII est un jeu qui est très inspiré par le cinéma de Miyazaki et par la culture japonaise. Les deux sont inspirés par la culture japonaise, donc forcément les deux font des trucs qui sont un peu liés. Et tout ce cycle de la vie, cette façon de traiter les rapports entre les dieux et les humains, entre la nature et le progrès, entre le nouveau et l'ancien, tout ça c'est magnifique, c'est très très japonais dans une façon de voir de voir le monde. C'est toute la... Alors j'ai marqué quoi? J'ai marqué plusieurs trucs, je fais attention parce que j'essaie de rien louper. Vous connaissez l'histoire de Mononoke, je vous la résume très vite fait. C'est un jeune prince abat un dieu devenu fou qui voulait détruire son village, et il se fait maudire. Pour soulever cette malédiction, il va essayer de trouver le roi de la forêt qui va essayer de le soulever, sauf qu'en cherchant le roi de la forêt, il va se rendre compte qu'il y a des humains d'un côté qui sont en train d'essayer de vivre et de créer une nouvelle cité avec du métal, avec des choses de l'industrie, etc. Et de l'autre côté, les dieux qui veulent survivre également et qui veulent se battre contre les humains. Et au final, tout ça, c'est la base de la pensée japonaise, l'acceptation de la fatalité, l'acceptation de la fin, par exemple. C'est tout con, mais au Japon, la fin, c'est pas la fin. La fin, c'est le commencement de quelque chose d'autre. Par exemple, nous, on a une culture très catholique de la fin, de l'apocalypse, de machin. Chez les Japonais, ça n'existe presque pas. C'est le monde se renouvelle perpétuellement, et il y a tout un cycle de la vie qui est intéressant. Le dieu de la forêt, par exemple, c'est un dieu de la vie et de la mort. Il peut pas séparer les deux sont liés.
Vous voyez en quoi, au niveau du Japon, c'est intéressant. Chaque personnage dans le film a tort et raison. Chaque personnage se bat pour défendre son honneur, pour défendre sa vision du monde, et en soi, chaque personnage a raison. Les humains ont le droit de vouloir progresser, les dieux ont le droit de vouloir garder leur territoire, et en même temps, tous les deux ont tort. Les dieux ont tort de vouloir se défendre et de vouloir empêcher les humains de faire autre chose, et les humains ont tort d'attaquer les dieux et de vouloir les détruire pour faire ce qu'ils veulent. Il y a peut-être aussi une notion de collaboration qui pourrait exister. Et c'est vraiment intéressant parce que aucun personnage du film n'a raison. Peut-être le héros très vite fait, mais encore. Surtout parce qu'il est très très neutre. Mais c'est vraiment intéressant comme façon de gérer les choses et comme point de vue, et il n'y a que les Japonais qui peuvent faire un truc comme ça. Accepter son héritage en même temps qu'on accepte la nouveauté, c'est un truc très très japonais. Je parle toujours du même film sur ce thème-là, mais c'est vraiment un thème un film qu'il traite très très bien, c'est Saya Samurai, qui traite justement de ce combat entre l'ancien Japon et le nouveau Japon. Là où c'est intéressant, c'est que du coup c'est de l'animation. Je suis fan d'animation, de vraie animation, d'animation à la main. Si vous voulez faire du dessin animé, ne faites pas de l'animation sur ordinateur avec des traits sur le tour pour faire croire que c'est du dessin animé. Faites du dessin animé, sinon faites de l'animation par ordinateur. Ça n'a aucun sens de vouloir faire passer l'un pour l'autre. C'est juste une tromperie, une tricherie de base. C'est même pas une nouvelle technique, un truc vachement cool et tout. Non, on peut faire tout ce qu'on veut déjà avec de l'animation à la main. Donc pourquoi vous arrêtez de faire l'animation à la main? Ça coûte cher. Ben oui, c'est le principe. Le cinéma c'est pas gratuit. Bref. Le truc, c'est que du coup, voilà, c'est de l'animation. Miyazaki, soi-disant, après sa retraite, finalement, maintenant, il veut faire de la vraie animation par ordinateur uniquement, CGI, et pas de la fausse animation. Donc lui, au moins, il comprend à quoi ça sert, et il essaye du coup d'aller vers l'évolution. Ce qui est intéressant, c'est que pour un personnage aussi créatif et qui fait du dessin, c'est toujours les mêmes personnages qui reviennent. Parce que c'est toujours les mêmes designs, le design de la vieille Obaba, comme dans Le Voyage de Chihiro par exemple, c'est toujours le même, le design de ses héroïnes c'est toujours le même, le design de ses héros c'est toujours le même. C'est très très drôle, il y a même ce passage au tout début du film de Princess Mononoke où il y a 3 personnages qui ont le même visage. Les 3 petites sorcières là, du village de base du personnage, tu regardes ça, tu dis mais quand même, un petit effort de chara design quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup en dessin, tout a un sens, puisque tout est tracé, tout est choisi, la couleur, les personnages, ce qu'on voit. Je vais vous donner juste un exemple parce que les 5 minutes sont écoulées. Mais un exemple pour vous dire exactement de quoi je parle. Par exemple, quand on dessine une rivière, décidez de faire la rivière bleue ou marron. Miyazaki fait la rivière marron, par exemple, dans ce film-là, parce que c'est une rivière qui est à côté d'un endroit où travaillent les humains, où les humains font de leur activité. Dans d'autres rivières, elles sont transparentes, par exemple. Donc il y a des choix comme ça qui sont intéressants, et tout ce qui est fait comme choix est intéressant. Voilà pour ce qui est de Miyazaki, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin, passons au film suivant. Avec 1374 votes, V pour Vendetta. Réalisé par James McTeague, qui est l'assistant réalisateur des Wachowski, qui a travaillé avec eux sur Matrix, toute la trilogie, qui est par la suite devenu réalisateur. Alors me semblait-il qu'il avait arrêté après pour V pour Vendetta et qu'il était resté faire uniquement assistant réa. En fait non. Il a déjà réalisé 4 films, dont Ninja Assassin, L'Ombre du Mal et Survivor, qui doit sortir cette année, a priori, dont j'ai pas encore entendu parler. Et il a réalisé 2 épisodes de la série télé des Wachowski. Voilà, un personnage qui à la base bosse avec les Wachowski et qui travaille du coup sur cette adaptation parce que les Wachowski ont écrit le scénario, mais n'ont pas voulu le réaliser. Alors, j'ai fait en début d'année 2 heures de vidéo, près d'1 heure et demie de vidéo sur les Wachowski, où je vous ai expliqué tout leur code. Je vous ai expliqué tout ce qu'ils faisaient. La quête de l'élu, la quête d'apprentissage, la quête de connaissance de soi-même, les symboles qu'ils utilisent, le fait que le schéma de leur film soit exactement le même à chaque fois. Pourquoi voulez-vous que je parle de V pour Vendetta? Tout ce que je vais faire, c'est vous ressortir tous les arguments du pourquoi j'adore Vendetta, et en fait, vous mâchez le travail que je voulais que vous fassiez. C'est-à-dire que moi, j'ai fait exprès de pas en parler dans Pourquoi j'adore Vendetta, parce qu'ils l'ont pas réalisé, les Wachowski, ils ont réalisé 2 ou 3 scènes, des scènes d'action en particulier. Mais toute l'idée, c'était que j'avais pas besoin de vous parler de tous les films des Wachowski, j'avais pas besoin de vous parler de tout ce qu'ils écrivent, je vous parlais uniquement de ce qu'ils réalisent de toute façon. Mais en principe, après ce travail que j'ai effectué et qui m'a complètement lessivé, qui m'a presque fait faire un 2e burn-out d'affilée, vous devriez être capable de faire ce boulot tout seul. J'ai pas à le faire pour vous.
évidemment que j'adore V pour Vendetta, c'est un des meilleurs films qui ait jamais été fait sur le combat pour une idée, c'est de la SF politique poussée à un niveau incroyable, et ça fait parfaitement honneur à tout à ce à quoi ça fait référence, les 1984 et consorts. Ça a beau être du comics et un roman graphique, ça a été adapté d'une certaine façon, ça crée son propre univers, ça crée sa propre cohérence. Les Wachowski l'ont fait magnifiquement bien. La grosse différence avec du Wachowski, c'est que c'est chaleureux. Les Wachowski sont pas des réalisateurs froids. Les performances de leurs personnages sont souvent assez froides, et là pour le coup James McTeague fait jouer les personnages de façon beaucoup plus forte qu'ils n'ont fait, que n'auraient pu la faire les Wachowski. Les Wachowski auraient été tout en mesure et tout en contrôle, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas là en particulier, James McTeague a beaucoup dirigé les acteurs sur leurs intentions et leurs émotions. Et ça se sent parce que le film vous prend au plus profond, c'est-à-dire qu'en soi c'est le scénario de tous les autres films, c'est le scénario de Matrix. C'est-à-dire que Evie est à son bureau au début du film, se fait sauver par un rebelle à un moment, qui est un espèce de Morpheus, qui va la former, Morpheus Oracle, qui va la former. Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que on a un élu qui forme un élu. C'est-à-dire que V est un élu parce qu'il connaît tout. Il a toutes les informations, il les connaît parce qu'il était à la base de tout ça, il est au centre de tout ça, c'était lui l'expérience en question. Mais il connaît vraiment tous les tenants et aboutissants de son plan, d'où le plan avec les dominos là où il fait tout son truc. Parce qu'il connaît tous les personnages, il les connaît vraiment, il sait comment ils vont réagir et comment ils vont tout faire. Il connaît les codes, il connaît, oui c'est les codes, les réactions des gens. Il sait comment va réagir la foule, il sait comment va réagir l'armée, il sait comment va réagir le chancelier, il sait comment va réagir le flic, il sait comment va réagir Evie, il sait comment va réagir tout le monde. Il arrive à les connaître sur le bout des doigts parce qu'il a ce talent-là. Et il forme d'autres élus. Le principal étant Evie, mais le flic aussi passe dedans. Le flic aussi est un personnage qui... il dit à un moment, c'est vous que j'attendais. Il faut ce personnage qui lui aussi est capable de rechercher la vérité. Ce qui est plutôt intéressant et ce qui l'amène du coup à finir par prendre parti pour V. Et surtout le personnage d'Evie, à qui il va apprendre lui aussi ses codes. C'est-à-dire que si vous regardez bien la scène où où vraiment il voit que Evie est un personnage dont il peut faire quelque chose qui est important, c'est le moment où l'animateur télé, là, le prêcheur à la télé se fait tuer. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et Evie regarde les infos et dit c'est n'importe quoi, c'est un mensonge, ces infos sont un mensonge. Et il la regarde, il fait ah bon pourquoi? Et elle fait parce que la journaliste cligne des yeux quand elle raconte des histoires dont elle sait qu'elles sont fausses et créées par le gouvernement. Et ça encore, c'est du langage de l'élu. L'élu comprend les codes. Quand elle voit la journaliste, qu'elle voit que la journaliste cligne beaucoup des yeux, elle sait que c'est un code pour dire elle raconte des conneries. Donc c'est en ça que c'est intéressant pour V pour Vendetta. Oh bah ça tombe bien, tiens, pile poil à la fin des 5 minutes. J'avais beaucoup d'autres choses notées, notamment au niveau de la réalisation, mais du coup je suis au bout de mes 5 minutes. Et tout de suite après sur Accord Choucroute, nous passons au numéro 1, élu avec 1519 voix, la trilogie Retour vers le futur. Je ne démarre pas mon timer cette fois-ci parce que Retour vers le futur, c'est la raison pour laquelle j'ai fait 5 films au lieu d'un. C'est dommage. Un moment où je vous laisse les pleins pouvoirs, où on peut du coup faire n'importe quel film, on aurait pu faire un truc très original, on aurait pu tomber sur un truc que je ne fais jamais, enfin un truc un peu challengeant. C'est dommage de tomber sur Retour vers le futur. C'est ce genre de film sur lesquels tout le monde est d'accord pour dire que Retour vers le futur c'est génial. Je connais pas grand monde qui est assez aigri et détruit intérieurement pour ne pas aimer la saga Retour vers le futur. Et en ce qui me concerne, ça peut pas être une surprise pour vous de savoir que j'aime bien Retour vers le futur. Je vous ai souhaité la bonne année en début 2015 avec un extrait de Retour vers le futur 2. Quand Marty fait « On est en 2015 !» Tellement ça m'a marqué, parce qu'évidemment ça m'a énormément marqué. C'est un film qui m'a beaucoup marqué ma génération, mais du coup, j'ai pas grand chose à en dire. J'ai pas vraiment analysé Retour vers le futur. Et à vrai dire, quand j'ai essayé de le faire, il n'y a pas grand chose à analyser dans Retour vers le futur. C'est du divertissement pur et dur, très bien fait, mais ce n'est que du divertissement. Le scénario, c'est pas une blague. Le scénario a été écrit sur des post-it. C'est pas un truc pour dire le scénario a été écrit sur un post-it, le scénario est pourri. Non, pas du tout. Au contraire, le scénario est très bien foutu, mais le scénario a été écrit avec des post-it. C'est-à-dire qu'ils ont pris un
un petit post-it qu'ils ont collé sur leur truc. Ils ont dit bon alors là on veut qu'à la fin il y ait une scène où Marty McFly joue de la guitare. Donc au début du film on met qu'il joue de la guitare, il fait une audition pour jouer avec son truc de fin d'année et on montre un peu son caractère, etc. Tout ça ce n'est que du setup pour avoir du payoff plus tard. Ils font du setup payoff à plusieurs reprises dans le film. Mais par exemple, c'est pour ça que j'en ai jamais fait un pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Je peux pas tenir un pourquoi j'ai raison, vous avez tort sur Retour vers le futur parce que ce serait juste énumérer le nombre de fois où le film fait du setup payoff, c'est-à-dire tout le temps. Donc il y a vraiment rien d'intéressant à dire dedans. Je sais pas vraiment ce que vous attendiez. En fait, c'est ça le truc. Je sais pas ce que vous voulez que je vous dise sur Retour vers le futur en faisant un vlog sur une trilogie, donc ce que je ne fais pas d'habitude. Je sais pas trop dans quel sens l'aborder, donc quoi vous dire sur le truc. Vraiment, il n'y a pas de petites astuces spéciales. C'est très clair ce que fait Retour vers le futur en mise en scène. L'utilisation de doublures et de comédiens, les scènes refaites, tournées sous des angles différents, des choses dans ce genre-là. On pourrait parler de la timeline, parce que c'est un des films qui montre le mieux comment il gère les changements dans le temps, par exemple. Le changement dans le temps n'est pas immédiat, il met du temps à se répercuter, d'où les plans sur les journaux, les inserts sur les journaux. Vous voyez, c'est des films avec des build-up et des inserts. C'est vraiment c'est du pur académisme presque, et c'est très visible, globalement c'est très visible les effets que fait Retour vers le futur. Alors je me suis dit peut-être que c'est vraiment mon avis personnel sur les films que vous voulez avoir, donc on va se la jouer comme ça. Un peu d'historique. Retour vers le futur, c'est la première saga que j'ai regardée, c'est ma première trilogie je pense, parce qu'à l'époque l'histoire sans fin n'était pas encore une trilogie, il n'y avait que le premier. Et le deuxième est arrivé un peu après. Donc je crois que ma première trilogie... Et Terminator n'avait que 2 films. Donc ma première trilogie, c'était vraiment Retour vers le futur. Je préfère le 3, bizarrement, à tous les autres. Alors sans doute parce que... C'est surprenant que j'aime le 3 parce que j'aime pas le western à la base. Un peu comme les films de mafieux, c'est un genre qui n'arrive pas à me captiver. Du coup, pour le 3... ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme c'est de la science-fiction dans le Far West, ça devient du steampunk. Cette fois-ci, je crois que je me suis pas gouré de terme, c'est bien du steampunk. Et du coup, il y a forcément un truc qui m'a vachement parlé. Enfin, le design de la bagnole, d'ailleurs, j'en ai une en modèle réduite. Ah, je pourrais peut-être vous montrer ça, 5 secondes. Voilà, donc le modèle que j'ai, c'est celui du 3e film, quoi. C'est la version steampunk avec tous les petits bidules là sur le capot qui sont absolument géniaux. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que je préfère le 3e film. J'avais prévu un peu de trivia, j'avais en projet à un moment de faire une émission, je ne la ferai pas, donc je vous l'ai dit, mais je vous donne l'idée, mais je ne la ferai pas parce qu'en fait, en gros, j'ai regardé, c'est super chiant à faire, c'est presque impossible parce que pour beaucoup de films, ces choses n'existent plus. Je voulais faire une émission où je testais des aliments qu'on voit des gens manger dans les films, en particulier pour tout ce qui est les films américains, donc les marques américaines que nous on connaît pas du tout. Ils ont des trucs là-bas, enfin ils ont des bonbons, c'est des espèces de Smarties avec des gros grains de sel de mer. Non, des M&M's avec des gros grains de sel de mer partout au-dessus. Des trucs très très bizarres, et en particulier dans le premier, ce que bouffe le père de Marty au petit-déj, ça m'a toujours paru super bizarre. Alors en fait, j'ai vu, c'est un truc aux cacahuètes. C'est un croustillant aux cacahuètes ou un truc dans ce genre-là. C'est un espèce de, ça a l'air absolument monstrueux au niveau calories. C'est un espèce de truc avec du caramel, des cacahuètes et du chocolat blanc autour. Enfin, je crois que c'est un truc très sucré. Et j'avais envie d'essayer de trouver un truc comme ça où vous m'auriez conseillé des trucs de films et je les aurais goûtés. Il y a un truc que j'ai trouvé, c'était, mais c'est pas moi qui les ai trouvés, c'est un pote qui me les a trouvés. C'était les dragées de Bertie Crochu de Harry Potter. Qui existent pour de vrai et qui peuvent vraiment se vendre et qui ont vraiment des goûts dégueulasses par moment. Ça aurait pu être un truc drôle comme ça, mais en fait c'est très compliqué à faire. J'aurais pu faire peut-être 1-2 émissions et ce serait très vite tombé à plat. Cela dit, ça peut être l'occasion de lancer un appel. Si quelqu'un sait où trouver ce genre de choses, il me contacte, on discute et il y a peut-être moyen de mettre l'émission en place. Mais moi j'arrive pas à les trouver. J'ai fait tous les trucs d'import de bouffe américaine, je n'arrive pas à trouver tous ces trucs. Donc voilà, alors l'idée pour vous dire l'émission, ça aurait été de suggérer un film et un aliment et de tester du coup l'aliment qui mange dans le film en mettant l'extrait avant, etc. Voilà, sur Retour vers le futur, je suis vraiment obligé de combler avec des trucs par rapport à moi parce que il y a vraiment pas grand chose à dire sur ce film, tout le monde est assez d'accord et c'est dommage de pas avoir fait un petit effort d'audace. La prochaine fois, je me demande même si je vais pas interdire les films un peu trop connus en fait, de les déqualifier d'office
et regarder ceux pour lesquels les gens votent et prendre parmi lesquels ceux pour lesquels les gens ont plus voté celui qui est le plus intéressant. Là, pour le coup, par exemple, dans cette sélection, ça aurait été Princesse Mononoke. Mais faut que je change ce système de vote. Il y a manifestement un truc qui va pas. Beaucoup de gens étaient pas contents parce qu'il fallait voter sur Facebook et pas sur YouTube. C'était parce que c'était plus facile pour moi de compter les votes sur Facebook. Il faut que je trouve un truc. Je vais trouver un truc. Pour le 400e, j'aurai une meilleure idée. Là, voilà, le 300e. J'espère que ça vous a plu. Je trouve ça sympa d'avoir fait 5 films d'un coup et avoir fait un peu d'informations générales sur Retour à le futur. Moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pendant déjà 300 vlogs. C'est quand même assez énorme. Merci beaucoup, merci à tous. Et puis, bientôt, ce sera les 3 ans du site, aux alentours de la fin de l'été. Donc, on se retrouvera sans doute à ce moment-là pour quelques petites choses. Merci à tous. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao!